La série Le Fugitif, The Fugitive, a tenu toute l'Amérique en haleine pendant 4 saisons. Un médecin innocent fuit la peine de mort et, complètement seul, traque à travers tout le pays le véritable assassin. Mais ce qui est arrivé aux acteurs, une fois les caméras éteintes, a parfois été plus dramatique que n'importe quel épisode. Voyons où ils en sont en 2026. Saviez-vous que l'un des acteurs de cette série ressemblait tellement à un criminel qu'un jour la police l'a arrêté en pleine rue, le prenant pour un homme recherché? Saviez-vous que l'homme dont la voix grave et veloutée narrait chaque épisode a interprété, d'après ses propres comptes, plus de 7000 rôles à la radio? Et saviez-vous qu'un petit garçon apparu dans un épisode de cette série allait devenir l'une des plus grandes stars d'Hollywood? Quelqu'un dont Walt Disney a écrit le nom sur une feuille comme l'un de ses derniers mots avant de mourir. De plus, derrière les caméras de cette histoire sont passées de futures légendes, des lauréats des Oscars aux icônes du cinéma de genre. Et beaucoup d'entre eux n'étaient alors que de tout jeunes débutants. Le parcours de ces personnes est rempli d'ascensions, de pertes et de revirements inattendus. Commençons. Au numéro 1, nous avons David Johnson dans le rôle du docteur Richard Kimball, l'homme en fuite que nous avons suivi de 1963 à 1967. David avait 32 ans lorsqu'il est devenu le fugitif le plus célèbre de la télévision, et il a joué dans les 120 épisodes de la série. Malheureusement, David est mort tragiquement en février 1980 à seulement 48 ans, et sa disparition a bouleversé toute la profession. Son vrai nom était David Harold Meyer, et il a pris le nom de son beau-père. Peu de gens savaient qu'au début de sa carrière, la 20th Century Fox avait rompu son contrat, estimant que son étrange ligne de cheveux et ses grandes oreilles n'étaient pas faites pour le grand écran. Ce fut un coup dur, mais il ne s'est pas découragé et a continué à travailler. La vraie gloire lui est venue précisément grâce au rôle du Dr Kimball, traqué et tourmenté, et le public l'aimait tant que chaque semaine, un inconnu l'appelait chez lui pour aider le fugitif. Après la fin de la série, David s'est lancé dans un rythme de travail épuisant, tournant des dizaines de téléfilms et de nouvelles séries comme O'Hara, US Treasury et la série culte Harry O, où il jouait un détective privé. Il s'est marié 2 fois et a mené une vie intense et exténuante. Il buvait beaucoup et, dit-on, fumait plusieurs paquets de cigarettes par jour. À sa mort, le producteur Quinn Martin lui a rendu hommage lors de ses funérailles en le qualifiant de véritable professionnel et de superstar. Certains pensent que cet acteur dévoué et obstiné s'est tout simplement tué à la tâche. Fait curieux, comme l'a raconté l'actrice Debbie Reynolds, Jensen lui-même croyait, moitié pour rire, moitié sérieusement, être le fils illégitime du légendaire Clark Gable. Le Dr Kimball a toujours fait passer les besoins des autres avant les siens. Et David Johnson lui a offert une âme triste et profondément humaine. Impossible à oublier. Au numéro 2, nous avons Barry Morse dans le rôle de l'implacable lieutenant Philippe Gérard, l'homme qui a poursuivi Kimball pendant les 4 saisons. Barry avait 45 ans lorsqu'il est devenu l'incarnation du destin qui planait sur le fugitif. Étonnamment, il est apparu dans moins d'un tiers des 120 épisodes et fut pourtant l'un des visages les plus reconnaissables et les plus inquiétants de la série. Barry est mort en février 2008 à Londres, à 89 ans, après une courte maladie. Né dans un quartier pauvre de Londres, il a quitté l'école adolescent et a décroché une bourse pour la prestigieuse Royal Academy of Dramatic Art. On estime qu'au cours de ses 70 ans de carrière, il a interprété plus de 3000 rôles à la radio, à la télévision, au théâtre et au cinéma. Peu de gens savaient que le rôle du froid et entêté Gérard marquait une rupture totale avec son registre habituel. Auparavant, il jouait surtout des personnages chaleureux et hauts en couleur, et la télévision américaine ne savait d'abord pas trop quoi faire de lui. Après Le Fugitif, Barry a connu une deuxième vague de gloire auprès des amateurs de science-fiction en interprétant le professeur Victor Bergman dans la série britannique Cosmos 1999. Il s'est installé au Canada au début des années 1950 et a tellement travaillé à la télévision locale qu'on l'avait surnommé, en plaisantant, la mire de la télévision canadienne. Barry est resté marié à l'actrice Sydney Sturgess pendant près de 60 ans, jusqu'à la mort de celle-ci,
et a laissé 2 fils qui se sont eux aussi consacrés aux planches. Il a même écrit un livre de souvenirs sur son travail dans Le Fugitif et Cosmos 1999, une série qui, à son apogée, a réuni quelques 28 millions de téléspectateurs. Gérard avait tout du chasseur impitoyable, sans une once de compassion. Mais Barry Morse était un gentleman du théâtre, raffiné et bienveillant, qui a vécu une vie longue et bien remplie. Au numéro 3, nous avons Bill Reich dans le rôle de Fred Johnson, le célèbre manchot, le véritable assassin, que nous avons vu tout au long de la série de 1963 à 1967. Bill avait 58 ans lorsqu'il est devenu, peut-être, le méchant le plus célèbre de la télévision, apparaissant dans une dizaine d'épisodes. Bill est mort en juillet 1984 à Santa Monica, à 79 ans, d'un cancer du poumon. Son vrai nom était Carl William Reich, et sa vie avant la série fut aussi intéressante que le rôle lui-même. Il avait été danseur dans la célèbre troupe de Ziegfeld et avait foulé les scènes de New York, et il a perdu le bras droit pendant la Seconde Guerre mondiale, après avoir subi de terribles brûlures dans l'incendie d'un navire. Peu de gens savaient que c'est précisément son handicap qui lui valait d'être appelé encore et encore pour des rôles de méchants, et que son rôle le plus mémorable avant Le Fugitif fut une bagarre avec Kirk Douglas dans le film Seuls sont les indomptés. Après avoir incarné le manchot, Bill est devenu si reconnaissable qu'il ne trouvait plus aucun autre travail, et le producteur Quinn Martin a dû le maintenir sur la masse salariale fixe pour lui assurer au moins un peu de stabilité. Il y eut même une anecdote presque comique. Des policiers de Los Angeles l'ont arrêté dans la rue en le croyant recherché, et il a dû les convaincre qu'il n'était que l'acteur de la série. Après la fin du Fugitif, Bill, lassé de l'éternel stigmate du méchant, a presque complètement cessé de jouer et est devenu professeur d'art dramatique dans l'ouest de Los Angeles, travaillant avec de jeunes talents jusqu'à sa mort. Pour ce rôle si sombre, il a plus tard occupé la 5e place du classement des méchants les plus effrayants de la télévision selon le magazine TV Guide. Le manchot était le cauchemar de Kimball, mais Bill Reich était dans la vraie vie un professeur affable qui n'avait rien à voir avec son sinistre personnage à l'écran. Au numéro 4, nous avons William Conrad, la voix off, le narrateur qui a accompagné le spectateur dans chaque épisode de 1963 à 1967. William avait environ 43 ans lorsque son baryton velouté et reconnaissable est devenu un élément essentiel de l'atmosphère de la série et de chaque poursuite. William est mort en février 1994 à Los Angeles, à 73 ans, d'une crise cardiaque. Son vrai nom était John William Kahn Jr., et au fil de 5 décennies, il a bâti l'une des carrières les plus polyvalentes de l'histoire du spectacle. Peu de gens savaient que, d'après ses propres comptes, il avait interprété plus de 7000 rôles à la radio et créé le shérif Matt Dillon dans la version radiophonique de Gunsmoke, avant que le rôle à l'écran ne revienne à un autre acteur en raison de la corpulence de William. Sa voix a narré les dessins animés de Rocky et Bullwinkle, et pendant la guerre, il a servi comme pilote et comme producteur du service radio des forces armées. Après Le Fugitif, William, connu pour son imposante corpulence, a trouvé la vraie gloire en tant qu'acteur devant la caméra, en interprétant un détective dans la série à succès Cannon, puis l'enquêteur Nero Wolfe, et plus tard, un procureur surnommé Le Gros, dans la série Jake Cannon, Jake and the Fat Man. Il plaisantait même en disant qu'une association de contrôle du poids aurait soi-disant interdit à ses membres de regarder Cannon. Mais cela s'est avéré être une blague. Sa carrière a couvert 5 décennies et 3 époques, la radio, le cinéma et la télévision. Et il fut non seulement acteur, mais aussi réalisateur et producteur. Pour son travail, il a reçu un Emmy Award. En 1997, il a été intronisé à titre posthume au Radio Hall of Fame, reconnu comme l'une des grandes voix de son temps. Les téléspectateurs n'ont jamais vu son visage dans Le Fugitif, mais c'est précisément la voix de William Conrad qui a donné le ton de chaque fuite désespérée de Campbell et de chacun de ses choix moraux. Au numéro 5, nous avons Jacqueline Scott dans le rôle de Donna Kimball Taft, la fidèle sœur du Dr Kimball, que nous avons vue de 1964 à 1967.
Jacqueline avait 32 ans lorsqu'elle est apparue pour la première fois, seule personne de sa famille à n'avoir jamais douté de l'innocence de son frère. Elle a participé à 5 épisodes, dont le légendaire final en 2 parties. Jacqueline est morte en juillet 2020 à Los Angeles, à 89 ans, après avoir lutté contre un cancer du poumon. Née dans l'État du Missouri, elle a commencé à participer à des concours de danse dès l'âge de 3 ans. Après s'être installée à New York, elle a joué à Broadway, notamment dans la mise en scène originale de la célèbre pièce Procès de singe Inherit the Wind. Peu de gens savaient que l'épisode final du Fugitif, dans lequel apparaissait son personnage, a réuni devant les écrans quelques 78 millions de téléspectateurs et fut pendant de longues années l'épisode le plus regardé de l'histoire de la télévision américaine. Jacqueline fut l'une des actrices de second rôle les plus demandées de son époque. 8 épisodes de Gunsmoke, 5 de La Caravane vers l'Ouest, des rôles dans Perry Mason, dans le premier long-métrage de Steven Spielberg, Duel, où elle jouait l'épouse du personnage de Dennis Weaver, et un rôle mémorable de femme d'un braqueur de banque dans le film Tueur, malgré lui aux côtés de Walter Matthau. Elle aimait dire que ce qu'elle appréciait le plus, c'était de pouvoir incarner des personnages très différents, tantôt la gentille, tantôt la méchante. Son mari, le scénariste et attaché de presse Gene Lesser, avec qui elle est restée mariée 6 décennies, est mort à peine quelques semaines avant elle. Donna fut le soutien silencieux de Kimball dans ses heures les plus sombres, et Jacqueline Scott, un exemple de talent fiable et travailleur sur 5 décennies. Au numéro 6, nous avons Diane Brewster, dans le rôle de Helen Kimball, l'épouse assassinée du docteur, dont la mort déclenche toute l'intrigue de la série. Diane avait 32 ans lorsqu'elle est apparue dans le rôle de cette femme que l'on ne voit qu'en flashback, mais dont l'ombre plane sur chaque épisode. Diane est morte en novembre 1991 en Californie, à 60 ans, d'une insuffisance cardiaque. Née à Kansas City, elle a étudié les arts libéraux à l'université avant de se consacrer au métier d'actrice. Peu de gens savaient qu'elle était une descendante directe de l'un des pères pèlerins arrivés en Amérique sur le navire Mayflower. Étonnamment, Diane est restée dans la mémoire du public avec 3 personnages complètement différents dans des séries classiques. La rusée arnaqueuse Samantha Crawford dans le western Maverick, la douce et jolie institutrice, Mademoiselle Canfield, dans la sitcom Leave It to Beaver et la malheureuse Helen Kimball dans Le Fugitif. Elle transformait ses brèves apparitions en véritables réussites d'interprétation. Même avec seulement quelques épisodes de Maverick, son personnage a tellement plu au public, grâce à son alchimie avec James Garner, qu'on la faisait revenir encore et encore. On dit que dans Le Fugitif, elle a tourné les flashbacks pratiquement comme une faveur personnelle au créateur de la série, Roy Huggins. Dans les années 1980, elle est brièvement revenue au rôle de sa chère institutrice dans la suite de Leave It to Beaver. Après quoi, elle s'est définitivement retirée du métier et a mené une vie tranquille, loin des caméras. Helen Kimball n'a prononcé que quelques phrases à l'écran. Mais c'est pour elle que Richard Kimball a vécu 4 années d'enfer et Diane Brewster a prouvé qu'il ne faut pas forcément beaucoup de temps à l'écran pour laisser une trace éclatante dans l'histoire de la télévision. Au numéro 7, nous avons Andrew Prine dans le rôle de Ray Kimball, le frère cadet aigri du docteur, que nous avons vu dans un épisode important de la première saison, en 1964. Andrew avait 28 ans lorsqu'il a interprété un homme dont la vie avait été ruinée par la mauvaise réputation de son frère. Ray a perdu son travail et sa fiancée et s'est mis à conduire de manière téméraire des voitures de course, comme si vivre ou mourir lui était égal. Andrew est mort en octobre 2022, lors de vacances à Paris à 86 ans, de cause naturelle. Né en Floride, il a débuté à Broadway et a plus tard interprété le frère de Helen Keller dans Miracle en Alabama, un film nommé aux Oscars. Peu de gens savaient qu'au cours de sa longue carrière, il a accumulé plus de 180 rôles au cinéma et à la télévision, et qu'il fut un véritable roi du western. Il a tourné 3 films avec le réalisateur Andrew McLaglen, Commando Devil, Bandolero, et Shizum, ce dernier avec John Wayne en personne, et, selon ses propres mots, la seule personne capable de le remettre à sa place, c'était justement Wayne. Andrew faisait généralement lui-même ses cascades et s'est blessé plus d'une fois aux genoux et aux épaules.
Et il disait n'avoir jamais rencontré de rôle qui ne lui plaise pas, et qu'il était prêt, dans les années 1970, à accepter littéralement n'importe quel travail. Outre les westerns, il a aussi tourné des films d'horreur devenus cultes par la suite, comme Le Tueur de minuit, The Town That Dreaded Sundown. Et à la télévision, on se souvient de lui pour son rôle dans la mini-série de science-fiction V. Sa vie personnelle fut mouvementée. Il s'est marié plusieurs fois, dont 3 fois avec la même actrice, Brenda Scott, et il a vécu ses dernières décennies heureux avec son épouse, Heather Lowe. Pour sa contribution au genre du western, il a reçu le prestigieux Golden Boot Award. Ray était un personnage compliqué, en colère contre le monde entier, mais Andrew Prine est resté le chouchou de ses collègues et l'un des acteurs de composition les plus travailleurs d'Hollywood jusqu'à la fin de ses jours. Au numéro 8, nous avons James C. King dans le rôle de Leonard Taft, le mari de Donna et beau-frère de Kimball, qu'il a interprété pour la première fois lors de la première saison, en 1964. James avait environ 30 ans lorsqu'il est apparu dans le rôle de cet homme de famille rangé qui soutenait sa femme dans sa loyauté envers le frère fugitif. James est mort en juillet 2024 à Los Angeles, à 90 ans, des complications d'une démence, entouré de sa famille. Né à Los Angeles, il était le cadet de 5 enfants. Peu de gens savaient qu'on l'avait prénommé James Barry en l'honneur de l'auteur de Peter Pan, et que sa mère, après un accident de voiture presque mortel, avait fondé sa propre église. Bien qu'il n'ait eu qu'un petit rôle dans Le Fugitif, et qu'il soit ensuite apparu dans la série sous d'autres personnages, une immense gloire l'attendait. Il est devenu l'un des chouchous du producteur Steven Bochco et s'est rendu célèbre dans le rôle de l'imperturbable lieutenant du G, IGN Howard Hunter, toujours avec sa pipe, dans la légendaire série policière Capitaine Furillo. Hill Street Blues, rôle pour lequel il a été nommé aux Emmy. Pour toute une génération des années 1990, il est le bon docteur David Hauser, le père du petit prodige interprété par Neil Patrick Harris dans la populaire sitcom Dr. Doogie, Doogie Howser, MD. Les amateurs de science-fiction se souviennent aussi de lui dans le rôle du capitaine Styles dans le film Star Trek 3. À la recherche de Spock, ainsi que pour ses rôles dans Des gens comme les autres, Capricorn One et l'affaire Pelican. Il a commencé sa longue carrière dès le milieu des années 1950 avec un petit rôle au cinéma, et plus de 6 décennies de travail l'attendaient. En dehors de l'écran, James a passé 19 ans à lire des livres à des élèves de primaire dans le cadre d'un programme bénévole et collectait des fonds pour la recherche médicale. Leonard Taft fut le soutien silencieux de la famille Kimball, et James C. King a bâti une carrière de 6 décennies devenue un exemple de stabilité, de dignité et d'honnêteté. Au numéro 9, nous avons Richard Anderson qui a interprété Leonard Taft dans le célèbre final de la série, en 2 parties, en 1967, et qui avait auparavant incarné dans Le Fugitif plusieurs rôles épisodiques différents. Richard avait environ 40 ans lorsqu'il est devenu le beau-frère de Kimball, dans ce final aux audiences immenses que le pays tout entier a regardé. Richard est mort en août 2017 à Beverly Hills, à 91 ans, de cause naturelle. Né dans le New Jersey, il a, après 2 ans à l'armée, étudié dans un atelier d'acteur et est peu à peu devenu l'un des visages les plus fiables de la télévision américaine. Peu de gens savaient qu'il a atteint le sommet de sa gloire dès les années 1970 en interprétant Oscar Goldman, le chef des super-héros bioniques dans 2 séries à succès simultanément. L'homme qui valait 3,7 milliards Super Jaimie, diffusés en parallèle. C'était précisément sa voix qui prononçait la fameuse réplique du générique disant qu'ils avaient la technologie pour reconstruire le héros. Richard a aussi participé à la série Perry Mason et à des films comme Les Sentiers de la gloire de Stanley Kubrick et 7 jours en mai. Sa vie personnelle a fait partie de l'histoire d'Hollywood. Sa première épouse était la fille de l'acteur Alan Ladd et la seconde, la fille de la légendaire actrice Norma Shearer et du producteur de cinéma Irving Thalberg. Son collègue Lee Majors l'appelait avec beaucoup d'affection « la valeur sûre de toujours », pour son style immuable, sa sérénité et son élégance, et assurait n'avoir jamais connu personne de semblable. Le final du Fugitif
fut l'un des événements les plus retentissants de l'histoire de la télévision, et Richard Anderson s'est révélé être une digne conclusion de cette grande saga avant de devenir lui-même une icône pour toute une génération de jeunes spectateurs. Au numéro 10, nous avons Clint Howard dans le rôle du petit Billy Taft, le neveu du docteur Kimball, que nous avons vu dans l'épisode de la première saison, Home is the Haunted, en 1964. Clint n'avait qu'environ 4 ans lorsqu'il a interprété l'un des enfants de Donna, pour retrouver lesquels Kimball risquait sa liberté et sa vie. En 2026, Clint fête ses 67 ans et continue de travailler activement, ce qui est déjà en soi étonnant. Peu de gens savaient que Clint est le frère cadet du célèbre réalisateur oscarisé Ron Howard, et que tous deux ont débuté comme enfants acteurs à la même époque. Clint a obtenu son premier rôle marquant dans la série Gentle Ben et a prêté sa voix à des dessins animés Disney comme Le Livre de la Jungle. Adulte, il est devenu un acteur de composition très apprécié, jouant dans 17 films de son frère, dont Apollo 13 et Cocoon, et s'est aussi fait connaître par ses rôles dans des comédies et des films d'horreur. Il a travaillé dans pratiquement toutes les générations de l'univers de Star Trek et est apparu dans Solo, A Star Wars Story et dans le récent film d'horreur Terrifier 3. En 2024, il a aussi montré sa facette dramatique en interprétant un musicien sans-abri excentrique dans le feuilleton de la journée Amour, gloire et beauté, rôle pour lequel il a reçu une nomination aux Daytime Emmy Awards en 2025. Son frère aîné Ron est sincèrement fier de lui et dit que Clint est un talent unique et inventif, avec un rythme bien à lui, inimitable. En 2026, Clint a encore plusieurs nouveaux projets en cours. Le petit Billy a grandi pour devenir l'un des acteurs de composition les plus reconnaissables et les plus aimés d'Hollywood, qui ne lève pas le pied 6 décennies après son apparition dans Le Fugitif. Au numéro 11, nous avons Bill Mumy dans le rôle de David Taft, le second neveu du Dr Kimball, que nous avons vu lui aussi dans l'épisode Home is the Haunted, en 1964. Bill avait environ 10 ans lorsqu'il a interprété l'aîné des 2 enfants de la famille Taft. En 2026, Bill fête ses 72 ans et il a derrière lui une carrière étonnante de plus d'un demi-siècle. Peu de gens savaient qu'à peine 1 an après Le Fugitif, il est devenu vraiment célèbre en interprétant Will Robinson dans la série de science-fiction culte perdue dans l'espace, Lost in Space. Plus tôt encore, tout petit, il était déjà apparu dans l'un des épisodes les plus célèbres de la 4e dimension, The Twilight Zone. C'est une bonne vie, où il incarnait un enfant terrifiant doté d'un pouvoir effrayant, capable de punir les adultes par la seule pensée. Un détail curieux. Au départ, on voulait confier à Bill le rôle d'Eddie Munster dans la série Les Monstres, The Munsters, mais ses parents ont refusé à cause du maquillage trop lourd. Adulte, Bill n'a pas seulement continué à jouer, il est aussi devenu un musicien à succès, un comédien de doublage et un auteur de bande dessinée. Il a interprété l'extraterrestre Lennier dans la série connue Babylon 5 et prête encore aujourd'hui sa voix à une multitude de dessins animés. En tant que musicien, il se produit depuis de longues années dans un duo de comédie musicale et a enregistré des dizaines de disques et ses chansons ont été diffusées dans de populaires émissions de radio. Dans la nouvelle version de la 4e dimension, il a même interprété la version adulte de son personnage glaçant, dont la fille était jouée par sa propre fille, Liliana, elle aussi actrice. Fait amusant, enfant, il a travaillé avec presque toutes les stars de l'époque, de Walt Disney à Lucille Ball. Le petit David n'est apparu dans Le Fugitif que dans un seul épisode, mais Bill Mumy est devenu une véritable légende de la science-fiction et un artiste aux multiples facettes, aimé des fans du monde entier. Au numéro 12, nous avons Bruce Dern, l'un des exemples les plus étonnants de stars cachées de cette série. Il est apparu dans Le Fugitif à plusieurs reprises, interprétant en 4 ans 5 personnages différents. Bruce avait environ 27 ans lorsqu'il a fait sa première apparition dans l'un des épisodes, dans le rôle d'un énième inconnu que le médecin fugitif croise sur sa route. En 2026, Bruce fête ses 90 ans, et c'est une légende vivante d'Hollywood qui continue de travailler activement. Peu de gens savaient que Bruce vient d'une famille influente.
Son grand-père fut gouverneur de l'État de l'Utah et secrétaire à la guerre des États-Unis. Et l'un de ses grands-oncles fut un poète connu. Il a fait ses débuts au théâtre, où l'a découvert le réalisateur Elia Kazan en personne, qui l'a invité à étudier dans une prestigieuse école d'art dramatique. Dans les années 1960, Bruce s'est rendu célèbre par ses rôles de méchant déséquilibré et psychopathe, notamment dans des films d'Alfred Hitchcock comme Pas de printemps pour Marnie. Et cette étiquette l'a longtemps poursuivi. Mais ensuite est arrivée l'ère du nouvel Hollywood, et il s'est épanoui. Il a obtenu sa première nomination aux Oscars pour son rôle de vétéran du Vietnam dans le drame Le Retour. Des décennies plus tard, à 77 ans déjà, il a atteint le sommet en interprétant un père âgé dans le drame en noir et blanc Nebraska, pour lequel il a remporté le prix du meilleur acteur au Festival de Cannes et sa deuxième nomination aux Oscars. Il a aussi travaillé avec Quentin Tarantino sur Les 8 salopards et Once Upon a Time in Hollywood. Bruce est le père de la célèbre actrice Laura Dern et justement en mai 2026, il est apparu sous les ovations au Festival de Cannes pour la première d'un documentaire sur sa propre vie. Les passants anonymes que Bruce a interprétés autrefois sont depuis longtemps oubliés. Mais Bruce Dern a prouvé qu'un acteur de composition peut devenir l'un des artistes les plus respectés de sa génération et continuer à travailler à 90 ans. Au numéro 13, nous avons Kurt Russell, qui, enfant, a interprété Philippe Gérard Jr., le fils de ce lieutenant poursuivant, dans un épisode de la deuxième saison intitulé Némésis, en 1964. Kurt avait environ 13 ans lorsque son petit personnage est enlevé par accident par nul autre que Richard Kimball, l'ennemi juré de son père. En 2026, Kurt fête ses 75 ans et c'est le seul de cette histoire à être devenu une véritable superstar mondiale de premier plan. Peu de gens savaient que Kurt a justement débuté comme enfant acteur, et l'un des faits les plus étonnants de sa biographie est que le mourant Walt Disney, en 1966, a écrit sur une feuille le nom Kurt Russell, comme l'un de ses derniers mots. Le studio venait tout juste de signer un contrat à long terme avec le jeune acteur. Kurt est devenu la grande star de Disney dans les années 1970, puis s'est transformé en une icône de tous les genres. Il a interprété le légendaire shérif Wyatt Earp dans le western Tombstone, l'anti-héros Snake Plissken dans New York 1997, Escape from New York, un pompier dans Backdraft, un colonel dans le film de science-fiction Stargate, La Porte des Étoiles, et a même prêté sa voix à Elvis. C'est justement sur le tournage d'une comédie musicale Disney qu'il a rencontré Goldie Hawn, avec qui il vit heureux depuis plus de 40 ans sans s'être jamais marié. Son fils, Wyatt Russell, est lui aussi devenu un acteur connu. En 2017, Kurt et Goldie ont reçu ensemble chacun une étoile sur le Walk of Fame d'Hollywood. Le fils de Gérard n'a fait qu'une seule apparition dans Le Fugitif, mais Kurt Russell a prouvé que, parfois, d'un minuscule rôle d'enfant naît l'une des carrières les plus longues et les plus brillantes d'Hollywood. Et pour finir, Robert Keith dans le rôle du docteur John Kimball, le père de Richard, que nous avons vu lors de cette même première saison, en 1964. Robert avait environ 66 ans lorsqu'il a interprété le père âgé et malade du fugitif. C'est précisément la nouvelle de son départ à la retraite qui a poussé Kimball à prendre le risque de revenir dans sa ville natale. Robert est mort en décembre 1966 à Los Angeles, à 68 ans. Son vrai nom était Roland Keith Ritchie, et il fut un acteur de composition respecté qui a participé à plusieurs dizaines de films, surtout dans les années 1950, et qui a aussi brillé sur les scènes de Broadway. Il y a dans cette distribution une ironie subtile. Robert était le père de l'acteur Brian Keith, qui a joué un antagoniste de Kimball dans le tout premier épisode de la série. Père et fils sont donc entrés tour à tour dans cette histoire. Peu de gens savaient que le parcours de Robert au cinéma n'a pas commencé comme acteur, mais comme dramaturge. C'est précisément grâce à l'une de ses pièces qu'Hollywood l'a remarqué. Il a joué dans des mises en scène légendaires de Broadway et son dernier travail à l'écran fut le rôle d'un riche patriarche dans un célèbre épisode de la 4e dimension, intitulé « Les Masques ». Mais la page la plus triste de sa biographie concerne l'une de ses épouses. En 1927,
Il a épousé la jeune actrice de Broadway Peg Entwistle. Ils ont divorcé quelques années plus tard et, en 1932, le nom de Peg s'est gravé à jamais dans la plus sombre légende d'Hollywood. Elle s'est donné la mort en sautant de la lettre H du célèbre panneau Hollywoodland, devenant un symbole tragique des rêves brisés de cette ville. Le docteur John Kimball incarnait le foyer et la famille auxquels Richard aspirait désespérément à revenir. Et Robert Keith a laissé derrière lui à la fois une filmographie digne et une dynastie d'acteurs qui s'est poursuivie chez son célèbre fils. Voilà à quel point ont été différents les destins des personnes qui ont donné vie à l'une des meilleures séries de l'histoire de la télévision. Certains sont partis trop tôt, en pleine maturité. D'autres ont bâti des carrières d'un demi-siècle. L'un est passé d'invité d'un seul épisode à superstar mondial de premier plan. Et d'autres tournent encore aujourd'hui à 80 et 90 ans. Le Fugitif s'est terminé sur le final aux meilleures audiences de son époque, que le pays tout entier a regardé, mais les histoires de ces acteurs sont toujours vivantes et continuent de nous surprendre des décennies plus tard. Derrière les caméras de cette série sont passées des dizaines de futures légendes d'Hollywood, et chacune d'elles a emporté avec elle un petit bout de cette époque. Si ce voyage dans le passé et le présent vous a plu, n'oubliez pas de mettre un j'aime, de vous abonner à la chaîne et d'écrire en commentaire quel personnage du Fugitive vous a le plus marqué et sur quelle série culte vous aimeriez en savoir plus la prochaine fois. À la prochaine!